Aujourd'hui, on va parler États-Unis, esthétique et originalité. Bref, aujourd'hui, nous allons parler totem. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un point lecture thématique. Alors avant toute chose, rendons à César ce qui appartient à César. Cette idée de point lecture thématique ne vient absolument pas de moi, puisque l'idée m'a été soumise par l'une d'entre vous il y a déjà de nombreux mois. J'ai donc pris mon temps, je vous l'accorde, mais comme quoi tout finit par arriver. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 3 romans de la collection Totem de chez Gallmeister que j'ai lu dernièrement. Enfin, quand j'ai dernièrement, pour certains, ça commence à remonter un petit peu, donc je vais vraiment essayer de bien me remettre les idées en place pour vous en parler au mieux. Et pourquoi seulement 3 romans, me demanderez-vous, et non pas 4 comme d'habitude? Eh bien, tout simplement parce que, étant donné que nous sommes dans un point lecture thématique, j'avais envie de faire un petit point sur qu'est-ce qu'exactement la collection Totem. Alors avant toute chose, il faut savoir que la maison d'édition Gallmeister n'est pas si vieille que ça, puisqu'elle a été créée seulement, j'ai envie de dire, en 2006. Et depuis sa création, elle s'est vraiment spécialisée dans la publication de romans américains plutôt orientés nature writing, même si on y retrouve également des polars et parfois aussi des romans noirs. Du coup, vous commencez, je pense, à comprendre pourquoi j'aime tant cette maison d'édition. La collection Totem, donc de chez Gallmeister, qui est du coup la collection dont on va parler aujourd'hui, a quant à elle été créée seulement en 2010. Donc c'est quand même assez récent, je trouve, et elle correspond tout simplement à leur collection poche qui propose environ une trentaine de titres par an. Mais attention, parce que là on est sur du livre de poche plus. Personnellement, je trouve vraiment qu'il y a une attention toute particulière à porter à l'édition de ces romans poche, avec une mise en page bien travaillée, une typographie agréable, un papier épais, et puis disons-le clairement, des couvertures à tomber par terre. Alors oui, je vous ai mis une petite sélection juste là derrière moi de quelques titres que j'ai déjà lus dans cette collection, et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer d'autres couvertures des romans dont on va parler aujourd'hui. Vous voyez, niveau style graphique, on est quand même plutôt pas mal. Et pour autant, il faut savoir que le prix de ces poches n'est pas forcément plus élevé que des romans poches chez par exemple Pocket ou la collection J'ai lu, puisqu'on est toujours sur des romans poches entre, je dirais, 7 et 10 euros. Et ce que personnellement j'apprécie beaucoup, c'est qu'en général, le prix du roman est tout simplement proportionnel au nombre de pages qu'il propose. Alors oui, dit comme ça, ça paraît tomber sous le sens, mais croyez-moi, ce n'est franchement pas toujours le cas dans toutes les maisons d'édition. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je viens de terminer l'un de ces romans, je pense par exemple là tout de suite aux romans d'Amélie Nothomb qui font rarement plus de 150 pages, et qui pourtant, même en poche, coûtent rarement moins de 7 euros, voire plus. Mais c'est un autre débat qui n'est pas à l'ordre du jour. L'autre gros avantage de cette maison d'édition et de cette collection, c'est qu'elle réédite, ou plutôt réédite, des romans d'auteurs américains que l'on ne rencontre pas ou très peu dans d'autres maisons d'édition. Des romans américains contemporains, mais aussi des romans américains beaucoup plus anciens et plus classiques qui sont du coup bien souvent oubliés et surtout bien souvent très difficiles à trouver en français. En résumé, même si clairement je n'ai pas aimé tous les romans que j'ai pu lire dans cette collection, et bien à chaque fois que j'achète un roman de la collection Totem de chez Gallmeister, j'ai la certitude d'acheter un récit qui sera original, avec une plume plus ou moins exigeante mais toujours extrêmement qualitative, et qui en plus de ça me fera à chaque fois voyager d'une façon ou d'une autre. Et puis je sais que je vais en remettre une couche, mais comment résister face à la beauté de ces couvertures? Personnellement, rien que pour le côté beauté de la collection, j'ai envie de tous les posséder. Bah oui, que voulez-vous, parfois, comme beaucoup de lecteurs je pense, je peux être superficielle en matière de livres. À noter qu'il y a une petite nouveauté depuis cette année chez Gallmeister, et donc par logique par la suite dans la collection Totem, puisque cette maison d'édition s'ouvre, j'ai envie de dire, en quelque sorte sur le monde, étant donné qu'apparemment par la suite elle ne publiera plus que des romans d'auteurs américains comme c'est le cas actuellement, mais aussi des romans d'auteurs provenant d'autres territoires, alors toujours pas des territoires français, et j'ai envie de dire
c'est pas plus mal parce que c'est vraiment ce qui fait leur spécificité, ce côté voyage, découverte, évasion et vraiment découverte de cette littérature étrangère. On va ainsi pouvoir retrouver chez eux des romans d'auteurs australiens, d'auteurs d'Amérique du Sud ou encore d'auteurs russes. Bref, de quoi nous faire voyager encore un bon moment, je pense. Alors après ce petit laïus de présentation sur qu'est-ce que la collection Totem de chez Gallmeister, je vous propose du coup que l'on parle de ces 3 romans que j'ai lus dans cette collection. 3 romans pour lesquels, vous le verrez, j'ai des avis franchement différents, puisqu'il y a un roman que j'ai beaucoup aimé, un autre que je n'ai pas détesté mais qui n'a pas non plus été une lecture génialissime, et enfin un 3e avec lequel j'avoue j'ai eu un petit peu de mal. Et comme j'ai toujours beaucoup plus de mal à vous parler de mes lectures moyennes, on va tout de suite évacuer ça en parlant de cette lecture qui a été oui mais bof. Et pour ça je vais donc vous parler de Fausse piste de James Crumley, vous l'aurez compris, aux éditions Gallmeister dans la collection Totem. Alors pour vous pitcher cette histoire, je vais devoir vous dire que ici on suit principalement le personnage de Milo, qui est un détective privé au bord de la ruine. Ses affaires ne sont pas vraiment florissantes. L'histoire se passe d'ailleurs dans le Montana. Milo est un ancien flic qui du coup aujourd'hui essaye tant bien que mal de vivoter de son job de détective privé, mais on se rend bien vite compte qu'il passe finalement plus de temps à picoler qu'à vraiment enquêter. Bon, il faut dire aussi qu'il était spécialisé pour enquêter autour des mariages un petit peu ratés. Il était ainsi chargé de récupérer des preuves de tromperie ou autres afin que monsieur ou madame puisse demander le mariage, sauf que voilà, une loi est passée et qu'aujourd'hui le divorce est beaucoup plus facile et accessible dans le Montana. Du coup, Milo se retrouve un petit peu mis au placard. Jusqu'au jour où une jeune femme débarque dans son espèce de bureau improvisé pour lui demander d'enquêter sur le meurtre de son frère. Une mort qui a été classée par la police comme étant un suicide, sauf qu'elle en est persuadée. Son frère ne s'est pas suicidé. Milo n'a pas franchement très envie au début de se lancer dans cette histoire, mais voilà, il a besoin d'argent et en plus de ça, il serait pas contre revoir cette belle jeune femme. Du coup, un petit peu par la force des choses, il va se laisser entraîner afin de mener cette enquête et ainsi démêler le vrai du faux. Alors avant de débuter à proprement parler la lecture de ce roman, j'ai commencé par lire la préface qui est du coup disponible tout au début. Une préface que j'ai trouvée extrêmement bien écrite, très percutante, et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'elle était signée à la fin par l'auteur Caril Ferret. Et là je me suis dit tiens, c'est plutôt de bon augure. Et en fin de compte, disons que de façon globale, même s'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans ce roman, je préfère clairement la plume de Caril Ferret à celle de James Crumley. Alors bien sûr, comme à chaque fois, de toute façon avec les romans de cette collection Totem, j'y ai trouvé une plume bien travaillée avec des accents parfois un brin littéraire et surtout cette ambiance américaine franchement plutôt réussie. Pour l'ambiance donc, on est vraiment plongé dans une ville plutôt moyenne du fin fond du Montana où les hommes semblent clairement un petit peu taillés à la serpe, ont une fâcheuse tendance à être portés plus que de raison sur la boisson et où l'ennui semble clairement de rigueur. D'ailleurs, on sent bien cet ennui un petit peu pesant, que ce soit d'ailleurs dans le déroulé de l'histoire ou même les descriptions, puisqu'on a finalement des paysages assez peu changeants, les lieux évoqués sont assez peu nombreux, ce qui donne vraiment cette impression que les protagonistes tournent un petit peu en rond comme des lions en cage, passant leur temps à regarder le gars d'à côté un petit peu de travers et cherchant ainsi le moindre prétexte pour se jeter dans la bataille. Histoire justement de mettre un petit peu d'ambiance dans tout ça. Les personnages quant à eux sont plutôt bien écrits, même si je dois reconnaître que tous m'ont semblé assez antipathiques. Néanmoins, j'ai été assez sensible à certains aspects du personnage de Milo parce que j'ai trouvé qu'il se dégageait vraiment de ce personnage beaucoup de désespoir, de nostalgie et aussi de tristesse. Et bien que du coup ces aspects le rendaient profondément humain,
Eh bien, en contrepartie, certains de ces actes et de ces réflexions me faisaient par moments franchement grincer des dents. J'ai par contre vraiment détesté le personnage d'Hélène, qui est du coup cette femme qui vient le voir afin de savoir ce qui est arrivé à son frère. Et je dois reconnaître que de façon générale, j'ai trouvé que toutes les femmes présentes dans ce récit étaient, dirons-nous, très loin d'être agréables. Alors ceux qui l'ont lu me diront probablement qu'aucun de ces personnages n'est là pour être sympathique ou susciter de l'empathie, mais je dirais que du coup c'était peut-être un récit un poil trop sombre et un poil trop pessimiste pour moi. Alors étant donné le pitch que je vous en ai fait, je pense que comme n'importe quel lecteur, vous vous attendez très certainement à avoir dans ce roman surtout une enquête. Je vous le dis tout de suite, si vous souhaitez lire ce roman dans le but d'y suivre une enquête de détective absolument palpitante, passez votre chemin. Alors oui, bien sûr, l'enquête de Milo est le fil rouge de cette histoire, mais c'est une enquête que j'ai trouvée assez décousue, assez lente, et en plus de ça, la finalité était un brin décevante pour moi. Le suspense est donc assez peu présent pour moi, mais je dois avouer qu'à la lecture de ce roman, je n'ai vraiment pas eu la sensation que c'était le but de l'auteur, vraiment de créer un suspense insoutenable afin de tenir un petit peu son lectorat. Son propos est situé ailleurs, en tout cas c'est ce qu'il m'a semblé. J'ai trouvé qu'on était plus dans une histoire finalement d'erreurs humaines, de passé trouble et de pardon. Et si dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé la plume que j'ai trouvée à la fois bien travaillée et cynique à souhait, je dois reconnaître que j'ai regretté certains passages un petit peu trop flous et certaines lenteurs. C'est un roman qui s'adressera, je pense, parfaitement à des lecteurs peut-être adeptes, vous savez, de ces vieux films américains à l'ambiance assez masculine qui sent la poudre et le whisky. Et enfin, sachez que ce roman-ci est le premier tome d'une saga qui tourne du coup autour du personnage de Milo, une saga que personnellement je ne suis pas certaine de poursuivre, ou en tout cas pas avant un bon moment, parce qu'il m'a justement manqué, je pense, un petit peu de rythme et surtout beaucoup plus d'attachement au personnage de Milo. J'ai ensuite également lu God Mountain de David Vann, toujours dans la collection Totem de la maison d'édition Gallmeister. Alors ici, je vais devoir vraiment vous faire un pitch extrêmement succinct de l'histoire parce que j'ai envie de dire assez rapidement, on a une scène choc qui arrive et je n'ai pas envie de vous gâcher un petit peu justement la puissance de cette scène qui va faire complètement basculer le roman. Je dirais donc qu'au début de cette histoire, on suit un petit garçon de 11 ans qui part dans le pick-up avec son père, son grand-père et un ami de son père. Ils partent du coup pour une bonne grosse session de chasse, comme on sait bien le faire dans certains coins des États-Unis. Ils finissent donc par arriver dans une sorte de ranch qui appartient à leur famille. Et là, il y a pas très loin de ce ranch un intrus, une personne qui n'a rien à faire là. Et s'ensuit cette scène qui va tout faire basculer. Et je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, sachez qu'on va vraiment être dans le fin fond des États-Unis avec une famille et une histoire de chasse. Alors autant j'avais vraiment beaucoup aimé ma découverte de la plume de David Vann avec Sequan Island qui est juste ici derrière moi, donc toujours dans cette même collection. Autant ici, je dois reconnaître que ma lecture a été franchement laborieuse, devrais-je dire presque un calvaire. Je suis désolée si Séverine écoute cette vidéo, je pense que je vais briser son petit cœur, mais God Mountain, ça l'a vraiment pas fait avec moi. Alors oui, on ne peut pas lui enlever, l'écriture de David Vann est très travaillée, très littéraire, très imagée, presque poétique par moments. Mais pour le coup, c'était peut-être un poil trop pour moi. Il faut donc savoir que cette histoire est racontée comme une sorte de confession du point de vue d'un enfant de 11 ans. Alors, soit c'est un procédé que j'ai trouvé intéressant, même si très sincèrement, la façon dont est écrit ce roman ne correspond pas à la façon dont parlerait un enfant de cet âge. Mais soit, on peut s'y faire assez rapidement et personnellement, j'ai fini par le percevoir comme potentiellement le récit
d'un souvenir d'enfance raconté plutôt par un adulte. Je suis pas certaine d'être hyper claire, mais je pourrais pas te refaire mieux. Par contre, l'écriture ici est vraiment particulière. On a très souvent des phrases et des morceaux de phrases sans verbe qui donnent presque la sensation d'une énumération de pensées très déconstruites, ce qui donne lieu à une lecture que j'ai trouvée assez floue et assez hachée. De plus, comme dans Sequan Island, si j'ai bonne mémoire, les quelques dialogues présents dans cette histoire sont vraiment incorporés aux autres paragraphes, vous savez, sans vraiment de différenciation visuelle, et je sais que cela peut potentiellement poser problème à certains lecteurs, donc sachez-le avant de commencer cette lecture. Et puis en plus de ça, il faut le reconnaître, il ne se passe franchement pas grand chose dans cette histoire, et c'est, je pense, ce qui m'a le plus posé problème. Hormis, comme je le disais, cette scène choc dans le premier chapitre qui m'a clairement coupé le souffle et qui est vraiment le point de départ de ce roman, j'ai trouvé que la suite de ce récit était finalement une succession de vagues parties de chasse et de quelques repas assez tendus au milieu de la nature. Alors oui, dans l'ensemble, j'aime le nature writing, j'aime les plumes travaillées qui prennent leur temps, qui sont riches, mais j'ai besoin malgré tout de quelque chose en plus pour me tenir en haleine, et là c'était peut-être trop de divagation métaphorique sans véritable but pour moi. Il faut dire également que ce roman fait la part belle à deux grandes thématiques assez emblématiques d'ailleurs des États-Unis, à savoir la chasse et la religion. Deux thématiques qui dans la vraie vie ne me touchent pas, voire peuvent clairement me rebuter, ce qui fait que par conséquent mon intérêt était assez limité. Sur la quatrième de couverture, ce roman est qualifié de parabole, et effectivement on y retrouve énormément de métaphores et de références à la religion catholique, et si je pense avoir capté certains parallèles, je pense également que je suis peut-être passée à côté de certaines références. Puis une fois de plus, disons-le clairement, ça ne m'intéressait que très moyennement. Alors je comprends complètement pourquoi ces thématiques sont importantes pour l'auteur et pourquoi je pense presque avec ce roman il a voulu en quelque sorte exorciser certaines blessures familiales. Mais je suis désolée, il n'a pas réussi à m'embarquer avec lui. Alors bien sûr, certaines scènes dans ce roman sont absolument terribles. Oui, également, les liens familiaux sont assez malmenés, assez décortiqués. Mais il n'y a rien à faire, j'avais vraiment beaucoup de mal à retourner dans cette lecture, je n'y mettais pas d'entrain et de façon générale, je me suis franchement plutôt ennuyée. J'irais même jusqu'à dire que ce roman m'a pratiquement provoqué une panne de lecture, c'est pour vous dire, je crois que c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai également noté que David Vann avait utilisé dans ce roman et à outrance le champ lexical des couleurs. Alors, en soi, le procédé n'est pas désagréable durant la lecture, mais je dois juste reconnaître que je n'ai pas compris le but de la manœuvre. Donc si l'un d'entre vous l'a lu et a compris le pourquoi du comment, merci d'éclairer ma lanterne, parce que là, non. Là, j'ai peut-être pas saisi le message. Attention également, petit trigger warning, si vous êtes intéressé par la lecture de ce roman, sachez quand même que certains passages qui concernent, je dirais, la mort et le dépeçage d'animaux sont assez difficiles à lire. En tout cas, moi clairement j'ai eu du mal. Ainsi vous êtes prévenus, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Alors oui, malgré tout, j'ai envie de découvrir d'autres romans de David Vann parce que avec la lecture de celui-ci, de Sequan Island, je n'ai finalement qu'une vision très partielle de son œuvre. Mais malgré tout, je dois reconnaître que celui-ci restera pour moi synonyme de lecture assez déplaisante et plutôt pénible. Donc 1 point pour Sequan Island, mais 0 point pour Goat Mountain. En résumé, la balle est au centre. Je ne sais du coup absolument pas vers lequel me tourner prochainement pour découvrir un autre de David Vann. Donc si vous avez des conseils en la matière, là également, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et je terminerai du coup ce point lecture avec un tout petit roman de cette collection, ce qui est assez rare je trouve, puisque j'ai également lu Une journée d'automne de Wallace Stegner, toujours aux éditions Gallmeister, toujours dans la collection Totem. Bon alors là encore, je vais être obligée de vous faire un pitch très succinct, puisque l'on est du coup sur un roman quand même assez court.
et que vraiment il ne faut pas trop en savoir. Disons qu'au départ on suit du coup, comment s'appelle-t-elle, Margaret et son mari Alec qui vivent dans l'Iowa, qui ont une ferme qui tourne pas trop mal, ils ont quelques employés et disons qu'ils vivent assez richement. Et au tout départ donc on va suivre Margaret qui attend avec beaucoup d'impatience l'arrivée de sa jeune sœur qui débarque d'Écosse pour vivre quelque temps avec eux. Et on va du coup se retrouver avec ce trio et les choses vont au fur et à mesure un petit peu partir en vrille. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai franchement plutôt bien aimé ce roman et vous allez sûrement me dire oui ok d'accord mais alors pourquoi ? Eh bien, je pense qu'en priorité, c'est tout simplement pour la très belle écriture de l'auteur. Alors oui, vous me direz, venant d'un roman publié dans la collection Totem, ce n'était pas franchement une surprise parce que, comme je vous l'ai dit, je connais les qualités de la maison d'édition Gallmeister et le fait de proposer des textes avec toujours des plumes extrêmement bien travaillées en fait complètement partie pour moi. Néanmoins, ici, j'ai été complètement touchée et embarquée par la plume de Wallace Stegner que j'ai trouvée très belle, très littéraire, mais sans tomber pour autant dans le pompeux. Il se dégage de sa plume beaucoup de mélancolie, de douceur et même de pudeur et j'ai trouvé ça vraiment très agréable et également très reposant. L'histoire en elle-même est assez courte et n'a rien de franchement très original, mais j'ai trouvé que c'était vraiment la façon dont l'auteur nous l'a raconté qui permettait de lui donner toute sa dimension. Cette histoire est une histoire, je dirais, de culpabilité, de sentiments mal équilibrés, de non-dits, de bonheur gâché et également de cœur blessé. C'est un drame qui prend place autour d'un trio de personnages, des personnages que j'ai d'ailleurs trouvé très bien écrits et extrêmement humains, que ce soit dans leur force ou dans leur faiblesse. J'ai trouvé que ce roman était en quelque sorte une petite fenêtre sur le passé qui nous projette du coup dans la vie de ces quelques habitants de ferme de l'Iowa qui nous permettent de comprendre ce que les conventions, les mœurs, mais également les attentes personnelles de l'époque pouvaient parfois avoir de muselant. Bien que ce roman ait été écrit il y a maintenant un moment et que l'on y parle d'une époque lointaine, je n'ai pour autant pas du tout trouvé le style vieillot. Et pourtant, je vous avoue que c'était un petit peu ma crainte avant de le débuter. Au contraire, même s'il est parfois empreint d'un petit quelque chose du passé, j'ai trouvé dans l'ensemble que ce style était assez fluide et agréable à lire. Et puis j'ai surtout franchement aimé l'ambiance et le côté immersif de cette histoire. Et j'étais vraiment plongée dans cette campagne de l'Iowa, je voyais ces paysages. C'est donc pour moi, je trouve, une histoire qui n'a rien de foncièrement révolutionnaire, mais qu'il faut lire finalement pour la plume de son auteur et la parenthèse d'évasion, parfois peut-être un peu amère, qu'elle vous apportera. Pas un coup de cœur donc, mais une très bonne lecture pour moi qui confirme vraiment que dans cette collection Totem, je peux régulièrement faire de belles découvertes d'auteurs et d'histoires que je ne retrouve nulle part ailleurs. Désolée si pour le coup mon analyse est assez courte et assez succincte, mais vous l'aurez compris, c'est un roman lui-même très court, je n'aurai pas grand chose à vous en dire de plus, si ce n'est que ça vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour découvrir son auteur. J'espère donc que ce point lecture un petit peu particulier et vraiment très centré sur une maison d'édition et même sur une collection vous aura plu. Comme je l'ai déjà un petit peu dit durant cette vidéo, malgré le fait que j'aime énormément cette collection, je n'ai pas à chaque fois des coups de cœur, bien au contraire, j'ai même eu certaines déceptions. Néanmoins, si je peux me permettre, j'avais très envie de vous recommander encore deux autres romans que j'ai pu lire de la collection Totem, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais qui avaient été vraiment de super lectures et que pour moi il faut vraiment découvrir. Pour le premier, il s'agit de Dans la forêt de Jean Egland, une sorte de roman post-apo dans lequel le monde part franchement en cacahuète et surtout dans lequel on va suivre deux sœurs qui vont tenter de survivre au fin fond d'une forêt. Je ne vous en dis pas plus, mais j'avais vraiment adoré ce roman. En plus de ça, j'avais eu la chance de rencontrer l'auteur qui est une femme extrêmement intéressante et d'une gentillesse incroyable.
Bref, n'hésitez surtout pas à découvrir celui-ci qui pour moi est vraiment très bon. Et le deuxième que j'ai lu plus récemment, il s'agit de Landfall d'Hélène Urbani. Là encore, on va être sur plutôt une histoire de femmes, autour de 3 ou 4 femmes dans mes souvenirs. L'histoire va aussi se situe, on va dire, autour de la catastrophe de l'ouragan Katrina aux États-Unis. Je vous en dis pas plus, j'essaierai de vous mettre le petit avec le point lecture où je vous en ai parlé, mais là encore, pour moi, c'était du très bon de chez Totem. Voilà, j'espère donc que ce point lecture ne sera pas trop long et j'espère surtout qu'il vous aura franchement intéressé. À mon avis, la plupart d'entre vous connaissez déjà parfaitement la collection Totem, mais dans l'hypothèse où j'aurais potentiellement pu la faire découvrir à certains lecteurs, eh bien, j'en suis ravie et on va dire que pour le coup, ma mission est accomplie. Et j'ai encore quelques romans de cette maison d'édition dans ma pile à lire, donc sachez que vous risquez d'en revoir d'autres au cours de l'année. Vous connaissez bien sûr le refrain habituel, si vous voulez que l'on papote ensemble, les commentaires sont ouverts. Je prends toujours le temps de répondre à tout le monde, même si parfois c'est un petit peu long. Et puis si vous aimez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, jetez-vous sur le petit bouton juste en dessous. Pour ma part, j'ai encore d'autres points lecture à vous tourner parce que dernièrement, j'avoue que j'ai pas mal lu et dans l'ensemble, j'ai fait de bonnes, voire de très bonnes lectures. J'ai donc très hâte de pouvoir vous en parler. Si vous voulez donc connaître ces lectures, je vous donne rendez-vous dans les semaines qui arrivent afin que l'on en parle ensemble. Et bien sûr, pour clôturer cette vidéo comme il se doit, je vous souhaite comme d'habitude paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!